je vais aborder juste quelques aspects pratiques de mise en pratique de l'éducation thérapeutique dans le service d'endocrinologie de Marrakech. On ne va pas s'attarder sur les définitions de l'ETP qui a en fait pour simple et objectif une autonomie du patient vers la connaissance de sa maladie et la gestion de sa pathologie chronique. Et le diabète s'apprête complètement dans cette optique. Nous avons, avec l'éducation thérapeutique, une intégration du malade activement dans le processus de soins et de prise en charge. Et ici, Philippe Lecors, qui est un psychologue qui s'intéresse beaucoup à l'éducation pour la santé, les sciences de la santé, défend bien cette nécessité que le patient soit complètement intégré et actif, et ça justifie donc du coup un apprentissage par rapport à un certain nombre de connaissances et de compétences par rapport à la maladie chronique qu'il présente. Donc l'éducation thérapeutique n'est pas de l'information, c'est très important, ce n'est pas le conseil, ce n'est pas conseiller, mais vraiment faire apprendre, comme on fait pour un élève ou un étudiant, un certain nombre de compétences qui sont indispensables à la gestion de sa maladie. Donc c'est un savoir qui est bien sûr théorique, et également un savoir-faire, une pratique, comme pour l'auto-injection, comme pour les asthmatiques, comment se nébuliser, etc. Donc cette acquisition de compétences répond à ce modèle pédagogique qui est un modèle constructif et biopsychosocial. Ce n'est pas le médecin qui dit et qui dicte, le médecin aide le malade à apprendre et avoir un certain nombre de compétences pour gérer sa maladie. Et bien sûr, il nous faut des outils. Des outils pour faire arriver ces messages-là et pour faire en sorte que le malade soit autonome et puisse se prendre en charge. Alors le but de ma présentation est justement de parler de certains outils que nous avons développés au service d'endocrinologie de Marrakech et qui nous aident à éduquer les patients, à les accompagner dans la prise en charge de la maladie chronique. Alors tout d'abord, je vais parler de la cuisine éducative, des ateliers culinaires éducatifs qui sont bien pratiqués dans pas mal de services de diabétologie, d'endocrino, qui s'intéressent à l'éducation thérapeutique, et c'est pour nous une expérience nouvelle au service. Donc nous avons l'équipe du service à imaginer le projet de mise en place de cette cuisine éducative au sein même du service, ce qui a un peu choqué les gens à l'hôpital en disant pourquoi vous voulez une cuisine? Ça sert à quoi? Vous savez, on vous livre les repas le matin, le soir. À quoi ça sert? Donc, il fallait vraiment que l'équipe qui se charge de ce volet de médecins, donc nous avons rédigé un justificatif, un document pour présenter tous les avantages et les objectifs de l'existence de cette cuisine au sein du service. Et bien sûr que c'est une activité de soins qui n'est pas inventée par nous, qui est pratiquée dans les services qui pratiquent de l'éducation thérapeutique comme un outil également d'apprentissage et d'accompagnement du malade dans ses connaissances et ses compétences. Donc voilà, nous avons pour cela... Non, ça passe pas. Ça passe pas. Voilà. Et donc, l'objectif est de faire développer donc, toutes les connaissances que le malade a bien pu voir avec la diététicienne ou avec l'équipe concernant les bases de l'alimentation équilibrée, concernant la gestion alimentaire, le grammage, et tout ça va être mis en exécution, donc il va être pratiqué, et ça sera un moment intéressant pour le patient d'apprentissage concernant ce volet nutritionnel. Et non seulement ça, mais nous visons avec cet atelier éducatif plus que cet aspect-là, mais également vraiment une certaine, ça a une dimension psychologique, un certain rapprochement avec l'équipe, un épanouissement.
et un partage. C'est un moment très important de partage entre les médecins, l'infirmier, la diététicienne et le malade qui se met en œuvre au sein du service pour pratiquer bénéficier et vivre cet atelier éducatif. Et donc, nous avons conçu un espace qui n'est pas très grand, comme vous pouvez voir, qui ne dépasse pas les 12 mètres carrés et qui s'apprête justement à cette activité puisqu'il est déjà muni d'un point d'eau et d'une grande fenêtre donc qui est aérée. Et nous avons conçu une cuisine comme à la maison, hein, pour que le malade soit en immersion, que ça ressemble à ce qu'il peut vivre chez lui. Et c'est à ce niveau-là que se font les ateliers éducatifs. Et je vais montrer quelques photos pour illustrer l'aménagement. Et bien sûr, nous avons dû répondre aux normes d'hygiène qui sont indispensables pour ce genre d'espace, que ce soit par rapport au plan de travaux qu'on a utilisé ou les matériaux utilisés pour le sol ou bien pour le plan de travail et les surfaces utilisées. Et bien sûr, ça a été complètement disons, doté d'appareils électroménagers, de vaisselle, etc. C'est vraiment comme une vraie cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Eh ben, des ateliers pour des diabétiques, évidemment, parce qu'on gère beaucoup le diabète de type 1, de type 2, les patients obèses, quel que soit le modèle de prise en charge qu'on leur propose, hein, que ce soit médical ou bien même des malades candidats à la chirurgie ou après la chirurgie. Et nous sommes en train de travailler sur la maladie cœliaque et le diabète de type 1 parce que nous avons beaucoup de jeunes qui présentent un diabète de type 1 avec une maladie cœliaque. Et donc, je vais vous parler très rapidement de l'aspect pratique. Donc, les patients arrivent, que ce soit en hôpital de jour ou en unité d'éducation thérapeutique, et cette activité est intégrée dans leur prise en charge avant de passer à cette atelier, il y a une rencontre avec la diététicienne où il y a le volet théorique qui est traité et les malades choisissent. C'est important de faire le choix du thème qui va être fait. Ils choisissent le menu. Donc, c'est un choix de 2 ou 3 menus, poisson, viande, etc. Et les patients vont choisir ce menu avec la diététicienne pour les impliquer, pour que ce ne soit pas imposé encore une fois. Et la cuisine de l'hôpital va fournir les aliments frais. Au niveau de cette cuisine-là, nous n'avons aucune réserve, il n'y a pas de réfrigérateur, nous ne gardons rien. L'aliment vient le jour même et puis il est consommé comme vous allez le voir tout de suite. Ce sont des images que j'ai voulu montrer pour illustrer ce qui a été fait avec des patients obèses. C'était à quelques semaines de la chirurgie bariatrique qui sont en train de faire leur potage de courgettes. Et c'est très important parce qu'on va insister dans cet atelier-là sur le mixage. Il faut que le repas soit vraiment mixé et non pas juste écrasé. Il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. C'est une étape alimentaire post-opératoire qui nécessite absolument que ce soit très bien mixé. Et comme vous pouvez voir, il y a des moments de rigolade où c'est très important, de partage, et puis à la dégustation, et c'est très bon. On a appris une chose avec ces malades-là. Croyez-moi, cette soupe, pour les membres de l'équipe qui l'ont goûtée, était fade pour nous. Pour eux, elle était très salée. Donc, on a compris aussi, on apprend avec ces malades-là que gustativement, il y a un changement de goût et que pour eux, c'était salé. Vraiment, pour nous, c'était immangeable. Donc, on va apprendre aussi, non seulement le médecin apprend, l'infirmier, la diététicienne a évolué avec ces pathologies et ces malades-là. Alors, je vous montre la photo des jeunes diabétiques de type 1 qui ont préparé eux-mêmes avec la diététicienne ce menu. Alors, nous mettons cet atelier au profit de l'IF. Quand ils sont en stage d'IF au service, eh ben nous incluons cet atelier au 3e jour. Ils ont bien bénéficié des ateliers de comptage glucidique, soigner la glycémie, grammage, etc. Et c'est là la mise en pratique. C'est-à-dire que cette mise en pratique se fait au service et non pas à la maison avec les mamans, des fois quand elles sont présentes et l'espace ne nous permet pas d'accueillir plus que ça. Les diabétiques de type 2, alors pour les diabétiques de type 2, on travaille surtout les saveurs, des trompe-l'œil,
un tagine au four, au lieu que ce soit un tagine bien gras dans le vrai tagine, un gratin. Un gratin, mais on va le gratiner avec de la chapelure. Et donc, il y a toutes des astuces sympathiques. Et bien, il y a ce plaisir de manger. On goûte avec eux et c'est un moment vraiment super agréable. Durant le mois de Ramadan, c'était un programme qu'on avait élaboré de stratification de risques et de prise en charge des patients diabétiques avant le Ramadan, un mois avant. Nous avons profité de l'atelier pour concevoir des recettes pour les patients, jeûneurs ou non jeûneurs, puisqu'au Maroc, tout le monde veut boire des jus et des soupes. Donc, nous avons imaginé des jus de légumes qu'on pourrait appeler entre guillemets détox. C'est très à la mode. Et voilà, nous mettons à la disposition des patients toutes ces choses-là. Et bien sûr, c'est très important d'avoir un historique. Et toutes ces recettes-là sont vraiment notées dans un classeur qui n'est pas encore plein, mais qui va servir pour les futurs groupes et qui va être enrichi au fur et à mesure. Voilà, donc ça c'était pour la cuisine éducative. Nous sommes à 1 an de recul, donc nous avons eu quelques groupes, l'activité est en train d'être développée. Et je vous parle de l'entretien motivationnel juste après, auquel le service a été formé par professeur Alain Gollet et qui veut que le malade soit impliqué, soit plutôt motivé et que ce ne soit pas la motivation du médecin qui va faire que le malade va changer, mais plutôt un modèle où le malade va changer de lui-même avec sa propre volonté qui ne va être que développée. C'est à l'inverse de ce schéma psychopédagogique qui veut que le médecin sauve le malade et lui dit ce qu'il y a à faire. Et bien sûr, le malade se positionne en tant que victime. À un moment donné, le médecin va devenir persécuteur, tellement il lui dit fais du sport, fais du sport, fais du sport, mange comme ça, mange comme ça. Et c'est vraiment le modèle qu'il faut éviter pour faire en sorte que le patient soit vraiment dans la conviction de son changement et qu'il le pratique lui-même. Le modèle directif, le malade écoute sans vraiment être convaincu, le médecin lui-même n'est pas convaincu. D'accord? Donc, c'est très important. Nous avons appris avec l'entretien motivationnel et avec tous les outils qu'on a appris dans cet atelier-là. C'était une formation de 2 journées. Comment motiver, stimuler la motivation interne et les ressources internes du patient. Et ça suppose une grande écoute, une écoute active, une empathie, une vraie bienveillance de la part du médecin, du temps accordé, c'est très important, afin de l'amener vers certains objectifs qui sont bien sûr discutés auparavant. Et bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire, les block roads, c'est conseiller. Croyez-moi que conseiller va plutôt faire fuir le malade et ne pas le faire adhérer au projet qu'on peut lui proposer. Alors, le malade, bien sûr, doit savoir quelle importance a le changement pour lui. Ça peut être une mise à l'activité physique, ça peut être des règles diététiques qu'il doit adopter, ça peut être une assiduité de prise thérapeutique. Et puis, il doit savoir quelle est la confiance. Il doit nous dire quelle est la confiance qu'il a dans ce changement. Et cette échelle est notée sur le dossier médical. Elle est discutée et elle est évaluée. Et c'est sur cette base-là que le travail va être fait. Et c'est un travail qui va être fait très progressivement et sur plusieurs consultations. En même temps, le patient va savoir est-ce qu'il y a... D'accord. En même temps, le malade va travailler son ambivalence et il va déclarer qu'est-ce qui le pousse à changer et qu'est-ce qui le freine. Et donc, il fait une sorte de liste. En fait, c'est une manière de mettre le malade en face de sa maladie, de discuter, de raisonner réellement. Et c'est de lui que va venir la volonté de changer et d'améliorer sa prise en charge, bien sûr, grâce au guidage de l'équipe médicale qui n'est là que pour l'accompagner et stimuler en lui ce changement.
Alors, je pense que j'ai épuisé mon temps puisque j'ai que 15 minutes. Je voulais parler du bilan éducatif partagé, mais voilà, je vous ai parlé déjà de deux outils très intéressants, des outils qu'on peut utiliser dans la prise en charge de la maladie chronique, notamment le diabète, l'obésité, etc. Et leur mise en place chez nous à Marrakech. Et peut-être qu'avec un peu plus de recul à cette pratique, je vous dirai l'année prochaine ce qu'il en est. Juste pour finir, que tout ça, ça émane d'une équipe qui travaille beaucoup. Donc, ce sont des médecins qui sont là et qui viennent avec les idées. Donc, il y a une vraie concertation, une vraie implication d'équipe pour s'améliorer et pour amener le malade vers une meilleure prise en charge de la maladie chronique. Je vous remercie.